17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Dans 1 heure à Rouen, une manifestation aura lieu à l'appel d'associations, d'ONG et de syndicats. 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, l'inquiétude demeure. La préfecture d'ailleurs dévoilera tout à l'heure la liste des produits stockés dans les bâtiments et les quantités qui ont brûlé. Promesse d'Édouard Philippe cet après-midi à l'Assemblée. Le Premier ministre qui l'affirme. Sur le plan sanitaire, la qualité de l'air est bonne malgré les odeurs. L'État qui s'engage quand même à d'autres analyses pour vérifier s'il n'y a pas des fibres d'amiante dans l'air. Édouard Philippe qui a aussi désigné Lubrizol, premier responsable des effets de l'incendie sur l'environnement. Enfin, pour ce qui est sur des agriculteurs interdits de récolte jusqu'à nouvel ordre, le ministère de l'Agriculture en a recensé 1800. Les premières indemnisations devraient intervenir d'ici une dizaine de jours. Il y aura un procès Balladur-Léotard dans l'affaire Karachi. Comme pour Jean-Jacques Urvoas, l'ancien ministre de la Justice, il aura lieu devant la Cour de justice de la République. C'est elle qui juge encore les membres et anciens membres du gouvernement. C'est donc elle qui a décidé aujourd'hui de juger l'ancien Premier ministre et son ancien ministre de la Défense dans le volet financier de l'affaire Karachi. L'enquête sur l'attentat de 2002 au Pakistan qui a tué 11 Français employés de la direction des chantiers navals a révélé des rétrocommissions et un possible donc financement occulte de la campagne présidentielle de 95 d'Édouard Balladur. Charlotte Piret. La Cour de justice de la République devrait juger dès les prochains mois l'ancien Premier ministre et son ministre de la Défense de l'époque pour complicité d'abus de biens sociaux principalement, ou plus précisément pour avoir donné des instructions au ministre du Budget pour que l'État accepte des contrats déficitaires ou sous-financés, contrats d'exportation d'armes vers le Pakistan et l'Arabie Saoudite. En échange, des rétrocommissions pour avoir financé la campagne présidentielle d'Édouard Balladur de 95 à hauteur de 10 millions de francs. 5 contrats de vente de matériel militaire sont ainsi dans le viseur. Mais l'implication d'Édouard Balladur, notamment, reste difficile à démontrer. Dans son réquisitoire, le parquet a estimé que le Premier ministre avait été informé dans les grandes lignes, mais de manière suffisante, de ces circuits qualifiés d'opaques. Derrière les 2 anciens membres du gouvernement revient surtout une figure centrale de ce dossier, l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine, le même qu'on retrouvera 10 ans plus tard dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy cette fois. Lui sera jugé dès la semaine prochaine en correctionnel, aux côtés notamment de l'ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur. Autre procès à venir concernant une autre affaire de financement de campagne présidentielle, l'affaire Big Malion et le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, cette fois en 2012. La Cour de cassation a rejeté aujourd'hui un recours des avocats de Nicolas Sarkozy. L'arrêt confirme donc la décision de la Cour d'appel de Paris l'an dernier. Nicolas Sarkozy devra répondre donc du financement illégal de sa campagne électorale de 2012. À l'étranger, les manifestations pro-démocratie à Hong Kong aujourd'hui ont éclipsé les festivités et le grand défilé militaire de Pékin à l'occasion du 70e anniversaire de la République populaire de Chine. Les forces de l'ordre sont intervenues. Une personne a été blessée par un tir de balle réelle. 70 ans, c'est aussi l'âge du Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, Emmanuel Macron était à Strasbourg pour le fêter. Le chef de l'État qui, à cette occasion, a rencontré le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, récemment libéré par Moscou dans le cadre d'un échange de prisonniers. Incarcéré 5 ans, Oleg Sentsov a toujours eu le soutien de la France et le réalisateur ne l'a pas oublié visiblement, Cyril Gradiani. C'est un modeste présent, mais avec une forte valeur symbolique. Ce matin, lors de leur entrevue, Oleg Sentsov a offert à Emmanuel Macron une tasse en plastique vert, tasse marquée au nom du cinéaste ukrainien, dans laquelle il a bu lors de sa détention en Sibérie. Avec ce cadeau, il remercie clairement Emmanuel Macron qui a œuvré pour sa libération. À chaque tête-à-tête avec Vladimir Poutine, le président français racontait qu'il remettait à chaque fois son nom sur la table. Devant le Conseil de l'Europe ce midi, le chef de l'État s'est félicité de voir Sentsov libre. C'est le résultat de l'avancée que fut l'échange de prisonniers intervenu il y a quelques semaines entre la Russie et l'Ukraine et qui a également permis la libération des 24 marins ukrainiens. D'autres attendent encore. Nous leur devons la force de notre engagement pour le dialogue et pour la réconciliation sur notre continent. Oleg Sentsov est de ceux qui pensent, comme jadis Bernanos, que la liberté des autres nous est aussi essentielle que la nôtre. Il y a quelques jours en privé, Emmanuel Macron confiait que Poutine et Zelensky, le président ukrainien, avaient chacun pris des risques politiques en acceptant la libération des prisonniers. Il se félicitait de cette première, de cette forme de reprise de dialogue, mais le chef de l'État prévenait, il y aura dans les mois qui viennent des signaux contraires venant de Russie.
Strasbourg, Cyril Graziani, France Inter. C'est une des premières réformes de l'ère Macron qui a suscité le plus de controverses. La disparition de l'impôt sur la fortune au profit de l'impôt sur la fortune immobilière l'an dernier. Lors de la crise des Gilets jaunes, le chef de l'État avait promis de mesurer son impact. Le comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital placé sous l'égide de Matignon a donc rendu un premier rapport aujourd'hui. Et la conclusion, Isabelle Chailloux, c'est que c'est difficile de mesurer son impact, mais ce n'est pas sans enseignement. La première conclusion de ce rapport, c'est qu'il est impossible de produire une évaluation complète des effets de la réforme de l'ISF. Pas assez de statistiques pour mesurer avec précision les conséquences d'une mesure appliquée depuis moins de 2 ans. Quelques certitudes, cela dit. D'abord, la suppression de l'impôt sur la fortune a coûté un peu moins cher que prévu aux finances publiques, 2,9 milliards contre 3,2 milliards initialement prévus. Ensuite, elle a surtout bénéficié aux 5% de ménages les plus riches pour un gain de 6 500 € par an. Cet argent a-t-il servi à financer l'économie, à investir dans les entreprises françaises, un des arguments du gouvernement pour défendre les réformes? À cette question, le rapport souligne que le seul élément de réponse tangible pour l'instant est une forte hausse des dividendes versés aux ménages fortunés. En revanche, la réforme n'aurait pas fait revenir les exilés fiscaux, elle aurait tout de même permis d'éviter certains départs. Les effets sur la croissance, sur l'emploi ne sont eux pas mesurables à ce jour. De nouveaux travaux de recherche doivent être menés pour des résultats attendus en 2021. Isabelle Chailloux, enfin c'est au tour de la filiale française de Thomas Cook de déposer le bilan. Placement en redressement judiciaire aujourd'hui. Des repreneurs seraient, dit-on, sur les rangs. Date limite pour le dépôt des offres le 22 octobre prochain. Prochain rendez-vous au tribunal de commerce de Nanterre le 5 novembre. Thomas Cook en France, c'est 172 agences et 780 employés. 17h06 sur Inter. Demain sur France Inter, Jamel Debbouze sera dans la bande originale. 11h, Nagui. Un humoriste culte, une bête de scène, un phrasé inimitable, c'est Jamel Debbouze qui viendra nous présenter son dernier seul en scène. En tout cas, jusqu'au prochain. Maintenant, ou Jamel. Punaise, l'humanité n'est pas si pourrie que ça finalement. La bande originale. Demain sur France Inter, à partir de 11h. Dimitri, professeur d'université, roule peu. Voilà pourquoi GMF fait baisser le prix de son assurance auto. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre et du contrat Autopass sur gmf.fr ou en agence GMF. Dormir libre, sans dépendance. Chez Arco Pharma, nous savons que les maux du quotidien peuvent être soulagés par des produits de santé naturels. Arco Relax libère tout au long de la nuit 1,9 mg de mélatonine et des plantes hautement dosées pour un sommeil réparateur de 8 heures. Arco Relax, dormez libre, sans dépendance. Profitez d'une offre découverte en pharmacie. La mélatonine réduit le temps d'endormissement. L'Escoltia diminue les réveils nocturnes. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Arco Pharma. France Inter aime la 28e Fiesta des Suds. Les 10, 11 et 12 octobre à Marseille, profitez de l'été indien et plongez dans le plus festif et le plus populaire des festivals d'automne. 3 soirées sur l'esplanade du J4 avec Skip the Use, Dubbing, Hocus Pocus, Bon Entendeur, Hubert Félix Thieffen, Arnaud, Catherine Ringer chante Rita Mitsuko, Chico Trujillo, Chegué et bien d'autres. La 28e Fiesta des Suds du 10 au 12 octobre, un événement France Inter. Par Jupiter sur France Inter avec l'ensemble de la compagnie créole. Il y a un peu de ça, c'est vrai. C'est assez bigarré. Moi-même étant moitié flamande, moitié wallonne, je suis métisse. C'est bien pour ça que je dis ça. Merci Laetitia Gaillet pour ces informations. Elle vous en prie. On se retrouve demain dès 10h. Vous embauchez à 10h. J'embauche même plus tôt. Ouais, mais à l'antenne, on vous entend à 10h. C'est ça. Ah bah c'est comme ça. Merci Laetitia, à demain. jeudi dernier dans le bureau de Par Jupiter. Allez, on va faire le planning des chroniqueurs de la semaine prochaine. Non. Ah bah si, alors c'est facile, lundi, bah, c'est Hippolyte et Clara, ça c'est acté. Ah bah si ça va comme ça, c'est bon. Ouais. Je viens le mercredi parce que j'ai vu la pièce avec Jean-Pierre Daroussin. Ok, et alors mardi c'est Michel Leb. Et je viens aussi parce que j'ai vu la pièce avec Pierre Arditi. Ah bah super, ok, bah alors on met qui comme chroniqueur? Un chroniqueur musical, Michel Leb il aime le jazz. Oui, oh là là, si seulement on retrouvait André Manoukian et son pipeau ouzbek, là ce serait parfait. Michel Leb, quand j'entends votre doux grain de voix tintinabulé, ça me fait transpirer de la moustache au périnée. C'est ça, alors super imitation, merci Guillaume.
Guillaume. Attends, on reçoit un artiste de music hall, je peux faire des imitations Oui, quand mais même. enfin, ça m'aide pas beaucoup. On pourrait mettre Constance. Constance, Ah oui. elle fait des personnages dans son spectacle, c'est comme Michel Leb. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Et alors, en deuxième, on n'a pas le choix. Qui ça On a une chroniqueuse dont c'est l'idole, Michel Leb. Ah bon Si, parfois en dessous de ses vidéos, les gens ils écrivent, elle me fait penser à Michel Leb. Mais c'est qui Mais ça Roukiata. Elle l'a même dit dans ses chroniques en rigolant. Ah, mais il est pas noir, Michel Leb, pourtant. Guillaume, tu sais quoi, va plutôt interviewer les Français. Si j'interviewe mes Français habituels, ils vont jamais choisir Roukiata comme chroniqueuse. Je vous le dis. Avouez que l'idée elle est géniale. Comme ça, on va savoir lequel des deux fait le mieux l'Africain. Ah ouais, mais c'est chaud, non? Mais pourquoi tu trouves ça déplacé? Non, mais si Roukiata elle perd. Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour. Tant qu'il reste de la batterie, il y a de l'espoir. Voici le menu déroulant. L'État envisage de mater nos photos sur les réseaux et nos achats sur Internet afin de débusquer la fraude fiscale. Mais la CNIL, le gendarme de la vie privée, se dresse contre une atteinte aux libertés. Pendant ce temps, au fisc, les agents qui scrutent Facebook font du zèle. Il voit tout, il est formidable. Non, il voit tout, t'es formidable, Lucien. Les championnats du monde d'athlétisme ont le malheur d'être organisés par le Qatar sous une chaleur suffocante à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur du stade, il fait presque trop frais à cause de la clim. C'est bien simple, celui qui gagne n'est pas celui qui arrive premier, c'est celui qui survit. Pierre, je me sens mal. C'est froid, Pierre. Oh, il y a une chaleur ici. Mais on étouffe. On étouffe. On étouffe. La fondatrice Lame, la patronne de l'un des plus célèbres clubs de jazz au monde, nous a quittés la semaine dernière dans une certaine discrétion. Eglal Farid dirigeait le New Morning qu'elle a ouvert lorsqu'elle avait 60 ans. Et à 97 ans, elle y avait encore fêté son anniversaire. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est un bon whisky, en écoutant du jazz qui craque. Et voici celui qui est l'âme de la brève d'actualité, c'est Alex Vizorek. Vous m'avez fait peur. Bonjour Charline Van Lacker. Une belle équipe évidemment autour de la table à 17h20. Celle qui est fermière dans la vraie vie et humoriste par intermittence, ce qui explique qu'elle ne fait pas de blagonnette sans casser des œufs. C'est Constance, bonjour. Bonjour. Comment elle va? Je vais bien. Je vais faire une chronique et je vais mettre les points sur les J. Trop bien. Voilà, attention, 17h30, celui qui aujourd'hui est allé en terre inconnue. L'endroit par excellence du bon goût parisien, autant vous dire que c'est une découverte. Pour Guillaume Meurice, bonjour. Je savais même pas que ça existait. Bonjour à tous, je vais vous parler d'une expo sur le punk qui se passe au Bon Marché. Et voilà, j'ai contacté la directrice du style au Bon Marché. Et cette expo a deux objectifs. D'apporter de l'inattendu et du disruptif. Oh la punk. Oh la punk. Et 17h40, celle qu'on attend aujourd'hui car elle est l'imitatrice officielle de notre invité pour toute l'Afrique de l'Ouest subsaharienne. C'est Roukiata Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors de quoi on va parler? Aujourd'hui, je vais vous parler du chorbitage. Un nouveau mot pour le Scrabble. On attend. Et voici celui qui va faire swinger l'actualité. Je laisse votre voix profonde nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Je ne sais plus. Je ne sais pas qui je suis. Je me cherche toute ma vie, jusqu'au bout de ma vie. Je ne sais pas qui je suis. Vous n'êtes pas Michel? Si, peut-être. Michel Leb? Michel Sardou. Ah non, voilà. Michel Leb. Voilà, Michel Leb. Michel. Alex Vizorek par Jupiter. Je confonds tous les Michel de droite, alors du coup, non, c'est Michel Leb. Oui, Michel Leb, oui, absolument. Bienvenue. Faites attention à ce que vous dites. Michel Leb, bienvenue dans cette émission. Vous jouez au théâtre une pièce intitulée Compromis, pièce de Philippe Claudel dans une mise en scène de Bernard Murat, aux côtés de Pierre Arditi et Stéphane Pézra. C'est au Théâtre des Nouveautés. Alex Vizorek est allé vous voir. Oui, j'y suis allé au mois de janvier dernier. C'était le début de cette pièce. J'y allais sans trop savoir, parce qu'évidemment, Philippe Claudel, on connaît l'écrivain, on connaît moins le dramaturge, on connaît évidemment les deux grands acteurs qui étaient sur scène. Je vous donne le pitch en deux mots, parce que c'est assez rapide, c'est-à-dire que c'est deux grands amis de 40 ans. L'un, c'est marqué comme ça, c'est un comédien raté. Oui. C'est pas moi. C'est pas vous, c'est Pierre Arditi. Et vous, un dramaturge médiocre. Voilà. Et c'est une histoire de compromis. Pierre Arditi veut vendre son appartement et aimerait que son ami soit là parce qu'il est rassurant. Voilà. Et ça, c'est le début. Voilà, ça c'est le début. Comme ils ont un peu le temps, ils se racontent leur vie et ils font un peu le constat de leur carrière avec cette phrase, moi, que j'ai bien aimée. Peut-on admettre qu'on ait des moyens ? Et c'est vrai que les gens n'aiment pas toujours se dire qu'ils sont des moyens. Et ces deux-là, l'un en ping-pong avec l'autre, ils y arrivent un peu.
Oui, ils sont deux ratés, quoi. Ouais, mais c'est dur à dire. Oui, mais enfin bon, ils en sont conscients. Ils sont deux ratés. Mais enfin, c'est pas le sujet principal. Le sujet, c'est, comme vous l'avez dit, d'abord quelqu'un qui vend son appartement, c'est Pierre Arditi, et qui vend cet appartement. Et donc, il m'a demandé de venir pour cautionner, c'est vraiment pour trouver les qualités à cet appartement, pour le rassurer. Et donc, on signe un compromis de vente. Mais c'est aussi le compromis qu'on est obligé de faire, chacun d'entre nous, tout le temps dans la vie, pour perdurer dans nos relations amoureuses ou nos relations amicales. On est obligé en permanence de faire des compromis. Sinon, on va dans le mur, tout explose. Voilà, c'est ça le sujet un peu de la pièce aussi. Mais c'est ça, donc, nous, on se dit les choses dans cette pièce et tout explose. C'est une vraie pièce sur l'amitié. Sur l'amitié. Parce que... c'est deux métiers dans lesquels les gens ne peuvent pas trop se projeter, écrivain ou acteur, vous voyez, c'est un des métiers un peu spéciaux. Oui. Mais malgré cela, il y a quelque chose d'extrêmement universel dans la relation de ces deux hommes. Il y a surtout quelque chose d'humain. C'est profondément humain, c'est une relation basée sur l'amitié. Et qu'est-ce que c'est que l'amitié très forte ? Moi, je dirais que c'est un peu l'amour sans le sexe. Un peu, c'est ça. Hein. Donc il y a ça. Et donc il y a vraiment, il y a des rivalités, il y a des comment dire, des compétitions. Et il y a aussi des moments dramatiques, des moments violents. On se dit les choses telles qu'elles sont. Et puis après, on se tombe dans les bras. On se dit, on n'aurait peut-être pas dû dire ça. On est allé trop loin. Et finalement, on s'aperçoit qu'on s'aime, quoi. Et Est-ce que c'est des choses que vous avez pu vivre, vous, avec quelqu'un, parce que vous avez aujourd'hui, on va dire, une grosse cinquantaine d'années, Michel Leb ? Une grosse, oui. Est-ce que vous avez déjà fait le bilan de votre carrière justement avec quelqu'un ? Est-ce que vous-même vous êtes déjà jugé sur vos bas, vos choix, ces choses-là ? Oui, bien sûr, parce que comme ça fait 45 ans maintenant que je cours un peu dans le métier, je vais à droite et à gauche, je fais plein de trucs, beaucoup de choses très différentes. Donc j'ai pas vu ce temps passer. Donc il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas bien marché, il y a des choses que j'ai faites que j'aurais peut-être pas dû faire, que peut-être que j'étais un petit peu peut-être que, mais en fait je me dis que non parce que je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Et puis c'était comme ça, puis c'était un contexte. Il y avait un contexte, il y avait c'est pas ça que je vous demandais. Non, mais je sais que. Non, mais c'est intéressant par contre. Oui, c'est intéressant. Des hauts et des bas, des choses à faire et pas faire. Enfin bref. Ah non, c'est ça que je voulais dire. Mais ce qui m'intéresse aussi, parce que le théâtre, c'est deux bêtes de scène. Arditi, il est sur scène tout le temps. Vous aussi, mais pas toujours au théâtre. Il y a Le Tombeur qui a été un carton absolu quand vous l'avez joué, puis vous l'avez repris. Moi, je vous avais vu dans 12 hommes en colère. Ces dernières années, vous jouez un peu plus au théâtre, mais ça n'a pas toujours été vous avez fait beaucoup de pauses par rapport au théâtre. Comment c'est d'avoir ces deux façons de travailler ensemble avec Pierre Arditi, qui lui est un acteur de théâtre habituel? D'abord jouer avec Pierre, c'est comme jouer avec Federer. Hein. Je veux dire, c'est la balle revient exceptionnel, quoi. Bon, il y a en face de vous un super comédien, un acteur magnifique. Donc, faut être à la hauteur, quoi. Donc, on gagne toujours à jouer avec les meilleurs. Bon, voilà. Donc, je monte dans les tours, je monte dans les régimes, je monte dans qualité. Chaque soir, j'essaye de me mettre au niveau. Donc, c'est formidable. Si on trouve un équilibre, c'est merveilleux. Il y a une complicité qui s'est installée finalement, et un respect mutuel, une façon de travailler qui fait que maintenant, on a vraiment un plaisir immense, mais vraiment immense à jouer ensemble. Donc ça, c'est très agréable. Voilà. Maintenant, le fait de passer du one-man show au théâtre, c'est une gymnastique intellectuelle et physique et jouissive, vraiment, parce que on travaille pas du tout de la même façon quand on est seul que quand on est avec les autres. On partage avec le public. Au théâtre, on joue pour le public. Au one-man show, on joue avec en permanence. Donc c'est complètement différent. Mais c'est une gymnastique qui m'excite beaucoup. Ouais, ça sent. Comme je vous envie, Michel, de travailler avec les meilleurs. J'aimerais tellement ça. Tous les jours. Il a dit, je vous ai envie de travailler avec les meilleurs. Moi, pas sympa pour Michel Drucker. Vous savez quoi oui, ça balance un peu. Attends, on va balancer. Je vais lancer le disque et puis je vais vous laisser. Il y a mon conducteur, c'est-à-dire le plan de l'émission. C'était pour rire. Oui. C'est l'émission d'humour. C'est l'émission d'humour. Mais c'est vrai qu'on a reçu Pierre Arditi, il a dit qu'il baissait vachement son niveau de jeu. Vous n'avez pas entendu les brèves encore. Hein. Michel Leb est avec nous jusqu'à 18h. On profite de sa présence. Et on écoute aussi Diving with Andy qui chante Sugar Sugar. I wake up with the sunrise. Rise and shine is but a lie. Lie down again before I even see. Seed cakes freshly baked for me. You stand up and I'm thinking, King, you are not by no means I will never ever brew ourselves 80-42. Such a precious story.
Rise and shine is but a lie, lie. That is my other middle name. Name and shame me, please, please me. You take me for your new queen. Queen cakes are beyond your means. Means I will never, ever, ever, ever brew ourselves a tea for two. Such a precious story, or you'll be my foil. Hang on, hold on, wait on till I decide whether to pretend I'm not. I'll share my teapot on a Sunday morning with a stranger hanging round my property. No sugar, no coffee, no iced tea, no TV, no ice cream, just a tea. Stir your milk up and sit down, please. No sugar, no coffee, no iced tea, no TV, no ice cream, just a tea. Stir your milk up and sit down, please. Such a precious no coffee, no iced tea, no TV, no ice cream, just a tea. Stir your milk up and sit down, please. Such a precious no coffee, no iced tea, no TV. Vous écoutez France Inter, mais quel bon goût vous avez. Michel Leb est en notre compagnie car il joue au Théâtre des Nouveautés avec Pierre Arditi et Stéphane Pézra. Compromis, une pièce de Philippe Claudel dans une mise en scène de Bernard Murat. Oui. Car des compromis, il faut en faire, Michel. Il faut en faire tout le temps, des compromis. Il faut jamais. Si on fait pas de compromis, on va dans le mur, hein, c'est sûr, c'est obligatoire. Par exemple, si je te dis ce que je pense de cette émission de merde, c'est sûr que ça va mal finir. Est-ce qu'on peut rire de tout pour vous, Michel? Merci pour cette question. Je quitte le plateau. Merci. Au revoir. Et pour combler le vide du départ de Michel Leb, vous aurez entendu Guillaume Meurice, le persifleur. J'essaye de le faire partir, mais il s'accroche. Et Roukiata Ouedraogo, bien évidemment. Allez, l'information. Il est temps. La vie, ce ne sont que des épreuves. Et le bonheur n'est pas dans l'épreuve évitée, il est dans l'épreuve surmontée. Le journal de presque 17h17. Oh, enfin une épreuve intéressante. Et on commence par les titres. Les Rouennais pensent que l'État a trop tardé avant de réagir face à l'incendie de l'usine Lubrizol. Oui, mais c'est surtout Bernard Arnault et François Pinault qui tardent à allonger les fonds pour reconstruire. La Cour de cassation a tranché aujourd'hui et Nicolas Sarkozy sera jugé pour financement illégal de campagne dans l'affaire Big Malion. Pompidou a donné son nom à un centre d'art moderne, Mitterrand a une bibliothèque, Chirac a un musée. Si Sarkozy c'est pas un tribunal, je n'y comprends rien. Et les brèves? Et les brèves, bien sûr que je rangerai dans la Fondation Vizorek pour la sauvegarde des brèves, bien évidemment. Fondation d'utilité publique. Fait pas dire. On commence par la politique française. Oui, avec l'affaire Karachi, car Édouard Balladur et François Léotard seront jugés par la Cour de justice de la République. Chirac, Balladur, Léotard, quand t'allumes la télé aujourd'hui, que tu tombes sur le JT, t'es surpris que c'est pas Yves Mourouzi qui le présente. Cédric Villani avait annoncé qu'il prendrait un café avec un ou une Parisienne tirée au sort. Il l'a fait, mais la personne était en fait un de ses soutiens. Mais c'est quand même gros, hein. Apparemment ce serait le hasard, mais il est bien placé pour savoir que les chances que ça arrive, selon l'analyse combinatoire, n'étaient que de factoriel n sur factoriel k fois factoriel n moins k, n étant le nombre de Parisiens et k le nombre de ses soutiens, soit 2. Effectivement. Marine Le Pen, oui. Elle sera absente de l'Assemblée cette semaine. Ça va pas changer grand-chose. Ouais, enfin, elle va subir une intervention chirurgicale. Ok, pour une fois, elle sèche pour une bonne raison. On va pas lui donner une médaille non plus. Donc, elle est opérée de quelle partie du corps? C'est une intervention chirurgicale à l'œil. Voilà, il y a vraiment un problème avec le père. Si elle revient lundi prochain avec un œil de verre, sa psy va encore avoir de belles années en perspective. Jean-Luc Mélenchon, lui, a repris ses revues de la semaine sur sa chaîne YouTube. Ah ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est de retour, il est au taquet, tremble Emmanuel Macron. Mélenchon is back. Puisque me voici de retour du Mexique, j'ai pensé que c'était bien de vous présenter ce que je viens d'adopter. C'est un cactus. Alors, après discussion avec les amis, il a été décidé de l'appeler Amlito, en raccourci du nom du président du Mexique. C'est peut-être pas très respectueux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est affectueux.
Voilà, hein, il a abusé peut-être de la camomille que lui a conseillé Dupond-Moretti. Passons à l'incendie de l'usine Seveso à Rouen. Le nuage a traversé la Belgique. Eh oui, c'est de bonne guerre. Hein. Le nuage a traversé la frontière vers la Belgique aussi facilement que les frères Abdeslam avaient traversé la frontière dans l'autre sens. Quant aux suites de cette catastrophe, le ministre de l'Agriculture a été interrogé sur le fait que les analyses de la pollution mettaient trop de temps. Oui, ce à quoi il a répondu « Adressez-vous aux scientifiques », à peu près ce qu'on aurait envie de lui dire quand le gouvernement a repoussé l'interdiction du glyphosate. Notons qu'une autre usine classée Seveso Seuil Haut, près de Rouen, vient d'être mise à l'arrêt après un incident technique qui n'a pas entraîné d'incendie. Je crois qu'à Rouen, il y a des migrants syriens qui sont en train de réfléchir à reprendre la mer dans l'autre sens parce que c'est plus sûr là-bas. Allez, une page conso maintenant, car Ikea a rappelé des lots de bavoirs pour risque d'étouffement. Ouais, c'est des récidivistes. Hein. Vous avez déjà fabriqué des produits qui étouffent? Non, mais à chaque fois que vous essayez de prononcer le nom d'un de leurs produits, on risque l'étouffement, évidemment. Allez, on finit avec les brèves. Oui, après un lifting, la reconnaissance faciale de son iPhone ne le reconnaît plus. Il n'y a plus qu'à espérer que Rachida Dati ait un Samsung Galaxy. Et la dernière? Et la dernière, Ukraine. À 24 ans, il se marie avec sa cousine de 81 ans pour échapper au service militaire. Se marier avec sa cousine pour échapper au service militaire, à mon avis, on a retrouvé l'enfant caché de Christine Boutin et d'Éric Ciotti. Merci Alex Vizorek. Mais de rien, Charline Vanhoenacker. Michel Leb est avec nous. Vous êtes balèze. Hein. Ah bon. C'est ce qu'on peut. Hein. Ne l'encouragez pas trop quand même. Vous jouez pas aujourd'hui, Michel Leb. C'est du mercredi au vendredi à 21h. Le samedi, vous jouez 2 fois, 16h30, 21h. Et le dimanche à 16h, Compromis, au Théâtre des Nouveautés. Abordons ce premier sujet ensemble, Michel Leb. Pour mieux savoir ce que tout le monde gagne, les services fiscaux envisagent d'espionner tout ce que l'on fait sur Internet. Les photos de vacances que l'on poste sur Facebook, les achats que l'on fait éventuellement sur Amazon. Pas sûr que l'État y parvienne parce que la CNIL, le gendarme de la vie privée, fait barrage. Alors, s'il vous prend de manger du homard, faites ça discrètement. Je suis tenue de reconstituer les sorties de votre client afin d'évaluer les recettes de sa clinique. Comme je ne sais pas ce que vous gagnez, je suis obligée de calculer ce que vous dépensez. Vu dans Vogue, Jean-Jacques Estrade, en compagnie de Flore de Montessuie et de Sultane de Bourbon-Pré, chez Castel. C'est bien vous. Ah oui. Et alors? Et alors, je me suis procuré la carte de cet établissement et 3 assiettes de caviar à... Quoi, du caviar? Qui vous dit qu'on a bouffé du caviar? Tenez, regardez, le petit grain noir dans les assiettes. Vous me permettez? Oui. Ça peut très bien être des groseilles. Des groseilles avec des toasts. C'était Josiane Balasco dans une scène avec Jean-Pierre Mariel et Claude Brasseur. Signe extérieur de richesse, un film de Jacques Monnet. Alors, la lutte contre la fraude fiscale... le fisc envisage donc d'avoir des agents qui scrutent les réseaux sociaux, qui scrutent ce qu'on achète sur Internet. Est-ce que la lutte contre la fraude fiscale, d'après vous, elle justifie ces méthodes? La fraude fiscale, non. Mais la fraude... Mais l'eau ferrugineuse, oui. Oui, excellent. Voilà, ça oui, ça c'est une bonne réponse. Non, mais moi je sais pas, on est déjà photographié de la tête aux pieds à chaque coin de rue. Une carte bleue, clac, on sait où vous êtes. Votre iPhone, on est de toute façon, on est fiché, classé, c'est fini. On est cuit. Je veux dire, il y a plus d'issue, quoi. Donc si en plus de ça, on va nous traquer parce qu'on fraude sur le fisc. Moi personnellement, ça sent le compte en Suisse quand même, Michel. Là. Non. C'est là-bas. Moi, nous écoute, je en fait. sais même pas me servir d'un ordinateur. Donc comment voulez-vous? Comprenez? Ouais. Voilà. Ce qui est rigolo ici, c'est qu'on donne les infos au cas où ils n'auraient pas bien photographié. On pose les photos nous-mêmes sur Facebook pour dire regardez. On est assez cons que pour faire ça, hein, certains. Non, mais c'est n'importe quoi. Vous êtes éloigné, vous, des réseaux? Pardon? Les réseaux, ça vous angoisse, ça vous... Les réseaux sociaux, enfin pour tout un chacun, c'est un lieu c'est un espèce de grand récipient de venin, quoi, pour beaucoup d'entre nous. Bon, je veux dire, c'est effrayant. Ça peut être autant ça peut servir d'une manière ou d'une autre. Internet, c'est quelque chose qui peut nous être utile, parce que c'est une source d'information à la fois culturelle et générale, bon, formidable, mais c'est en même temps un lieu, un endroit épouvantable, quoi. Donc les réseaux sociaux, pour nous, moi, ce que je n'aime pas, pardon. C'est comme la vie, Michel. Oui, c'est la vie, c'est vrai. Mais c'est vrai. Si les réseaux sociaux sont la vie, c'est épouvantable. Donc moi, je crois vraiment que aujourd'hui, il faut être très vigilant là-dessus, et il faut surtout faire attention que la presse ne reprenne pas systématiquement tout ce qui est jeté en pâture sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Il y a des rumeurs, il y a des trucs qui viennent de n'importe
pour tout. Il faut faire très attention. C'est ça le danger, quoi. Vous qui êtes connu, comment on reprend ça? Vous qui êtes connu depuis des décennies, comment est-ce que vous avez réussi, vous, à préserver vos libertés? Parce que c'est vrai que les nôtres, elles sont fragiles, puisque comme vous le disiez, nos numéros de carte bleue, enfin ce qu'on achète, tout est transparent. On prend le métro avec le Navigo, on est fliqué, etc. On est fliqué partout. Mais vous qui êtes très connu, reconnaissable, est-ce que vous avez protégé un peu vos libertés plus que les autres, ou pas? J'ai protégé, oui, j'ai fait en sorte que le mot privé reste le mot privé. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je ne mets pas systématiquement, chaque fois, sur les premières pages des magazines, ce que je fais le matin en me levant. Donc voilà. Vous êtes un homme discret. Oui, bon, j'essaie d'être discret maintenant, effectivement. On n'a pas eu de petit reportage dans Paris Match, Michel, quand même? Non, mais je veux dire, c'est évident que le public a besoin de savoir un certain nombre de choses. On se doit aussi on leur appartient d'une certaine façon. Et donc c'est vrai que bon, mais il faut avoir un minimum une dosette. Il faut doser les choses, quoi. Sinon c'est pas possible. Et alors, vous qui avez fait des études de philo, donc le citoyen, est-ce qu'il doit parfois ou pas céder un peu de sa liberté au nom d'un problème qui mine la société, quoi? C'est-à-dire céder la liberté, c'est un truc... Elle a dit justement que vous avez fait des études de philo parce qu'elle attend une grosse réponse. Oui, une grosse réponse, mais surtout une grosse question. Pas un oui, non. Elle attend un petit développement, Michel. Il y a pas une citation de Spinoza, c'est mort. Non, c'est une grosse question. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, point barre. Allez, c'est la dissertation est faite. Vous ferez une lundi matin à 8h. Bien sûr, vous ramassez la copie, Michel. Michel Leb avec nous et Constance est à vos côtés. Aujourd'hui, mardi 1er octobre, c'est la journée mondiale du végétarisme. N'étant pas moi-même complètement végétarienne, il ne serait pas honnête de ma part de tenir des propos moralisateurs ou culpabilisants sur ce sujet. Ce serait un peu comme un CRS qui ouvre toute la journée un canon à eau dans la gueule des manifestants et qui, le soir en rentrant chez lui, dirait à son fils « Attention Benjamin, pense à bien fermer le robinet quand tu te brosses les dents, loulou. L'eau est une ressource précieuse et vitale que nous devons préserver et partager, mon chéri. » Non, restons cohérents. Donc, si toi qui écoutes cette petite chronique, tu as une personne qui mange de la viande, ne t'inquiète pas, je m'engage à ne pas te dire « Ça va? Il est bon ton steak, connard, hein? Il n'a pas trop le goût de la terreur et de la souffrance de la vache qui crève au fond d'un abattoir immonde !» Et tu vas leur expliquer comment à tes gosses tête de bite que le réchauffement climatique, tu t'es torché le cul avec parce que manger un burger, c'est trop bon. Non, je ne dirais pas ça, parce que déjà ce serait vulgaire et ça ne me ressemble pas, mais aussi parce que je pense que les arguments de la souffrance animale ou de la fin du monde imminente ne sont pas efficaces. Mais comme tu le sais, je suis un petit être complexe qui se pose une multitude de questions à la minute et je me suis demandé quels arguments faudrait-il vraiment employer pour que l'être humain développe enfin une conscience éthique et responsable envers les vivants et la planète. Et après analyse, je pense que le bon argument, le véritable argument qui fonctionnerait sans faille serait manger moins de viande ou arrêter de manger de la viande, ça fait pousser la bite. Ah oui. Voilà. Et là, bim, on parle aux gens. Mais ouais, demandez-moi que vous avez besoin d'aide pour sauver la planète et développer l'empathie. Parce que l'écologie, la décroissance, c'est pas vendeur, mes petits chats. Vous touchez les gens. Et si on veut être écouté, eh ben, l'organe qu'il faut toucher, c'est pas le cœur, c'est pas le cerveau, c'est la bite. Et quand je parle de la bite, je parle évidemment du cul, du pouvoir et de l'argent. Il faut penser stratégie, merchandising, package, les petits cocos. Tuons le capitalisme à grands coups de capitalisme. Rire sournois raté. Tenez, par exemple, les gens qui vont chercher leur pain à 500 mètres de chez eux avec un gros 4x4, plutôt que de leur parler particules fines, qualité de l'air, bienfait de l'exercice physique, mais promettez-leur plutôt que de marcher ou de faire du vélo, ça leur fera chier des billets de 500 balles. Eh ouais! Et là, tu peux dire que la conscience écologique, elle va prendre de la valeur, des arguments, toujours des arguments. Fumer donne le cancer, nul, argument au carton. Les gens qui fument ont plus de chance dans leur vie de coucher avec rock voisine. Là, d'accord, moi, je ne fume pas, par exemple, au hasard, voilà. Il va tomber. J'espère qu'il va m'entendre un jour. Parce que les êtres humains, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dans le fond? Vivre dans un monde plus juste, en harmonie avec la nature et laisser leur planète dans un bon état pour leurs enfants? Gna 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 gna. Mais arrêtons avec ces arguments de beatnik schlingueur. Épictète disait « Ce ne sont ni les faits ni les événements qui perturbent l'homme, mais la façon dont il les considère. Faisons alors en sorte que les gens considèrent la vie comme une grosse promo sur un robot cuiseur de chez Lidl. Et peut-être que ça pourrait fonctionner. »
Constance, merci beaucoup Constance. Et vous reprenez votre spectacle à partir de ce soir. Absolument. Potpourri au Théâtre des Deux Ânes tous les mardis. Ah, vous êtes en scène? Ouais. C'est ça. Mais vous Je avez filoche pas honte. après l'émission. Vous filez après l'émission? Oui, j'y vais. Très bien. Je gambade. Pour vers le placer théâtre. Évidemment. et Epictète. C'est vrai. Même chronique. Tandis que Michel Leb, il reprend demain, compromis au Théâtre des Nouveautés. On va y revenir. À Merci 21h. Constance. À 21h, tout à fait. Vous avez le temps d'aller dîner avant et puis d'aller tranquillement au théâtre si vous habitez Paris. Puis le week-end, il y a aussi évidemment des séances. Vous êtes sur France Inter. Oh, on est bien. Pas mal. Écoutez Delgrès sur France Inter qui chante l'Amna. Programmation musicale Djoubaka. Michel Leb est avec nous, il joue au théâtre en ce moment, il est sur scène avec Pierre Arditi dans Compromis de Philippe Claudel, dans une mise en scène de Bernard Murat. Il s'agit de l'amitié, longue amitié entre deux hommes. Michel Leb, au-delà de la relation virile, que se racontent deux hommes? Parce qu'on a au cinéma, on a souvent des exemples d'amitié entre hommes qui se jouent souvent sur la virilité. Là, j'ai Top Gun en tête. Oui, là, c'est pas ça. Rockback Mountain. Ah, là, c'est la bromance. C'est pas ça. Là, c'est la plus. bromance. C'est entre Top Gun et Rockback Mountain. Voilà, c'est entre les deux, exactement. Et les avions et les chevaux. Au-delà de la virilité, qu'échangent fondamentalement ces deux hommes? Ben, là, il y a une femme entre les deux. Il y a une histoire d'amour entre les deux, enfin entre l'un et une femme. Bon, mais ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est surtout comment est-ce qu'on peut entretenir et conforter une amitié profonde. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui vient s'interférer entre nous? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libres, d'être amis, profondément amis? Alors, c'est-à-dire, ce sont les métiers que nous faisons. C'est-à-dire, lui, il a un métier, bon, il n'a pas de boulot, il travaille pas, il joue toujours les mêmes rôles depuis 50 ans. Moi, j'écris des pièces qui ne se jouent pas. Il m'accuse dans la pièce tout d'un coup pour faire un numéro et il dit que je suis homosexuel, comme ça, bon, en disant que bon voilà. C'est pour faire un numéro au 3e qui va arriver, dont je parlais 2 secondes d'ailleurs.
parce que enfin, 2 secondes, on pourrait en parler un peu plus longtemps, parce que il s'appelle Stéphane Pézra et il joue l'acheteur de l'appartement. Et donc, pour un peu se moquer de lui, le mettre dans une situation épouvantable, on se joue un numéro, lui et moi, pour que lui assiste à un spectacle ahurissant. Donc, c'est vraiment un spectacle auquel il assiste qui est complètement déroutant, quoi. Donc, voilà. Et donc, ce qui nous perturbe, c'est justement le quotidien presque de ce qu'on n'a pas réussi. Voilà. On est chacun en manque de quelque chose. On aurait aimé que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et donc, ça perturbe évidemment nos relations. Voilà, le nœud de la pièce, donc compromis avec Michel Leb. Michel Leb à vos côtés, lui n'en fait pas beaucoup peut-être avec les gens qui l'interrogent, c'est Guillaume Meurice. Oui, je vais vous parler de nos futurs aujourd'hui. Alors je ne parle pas de l'avenir du préfet qui gère la crise à Rouen, même si sa carrière est quand même clairement sur un no futur aussi. Mais je vous parle d'une expo sur le punk qui a lieu en ce moment même à Paris au Bon Marché. Alors, le Bon Marché, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas un magasin qui porte hyper bien son nom. Pas vraiment Bon Marché, quoi. En gros, c'est comme si Alex s'appelait Sobriété Médiatique. Voilà, ça n'a aucun sens. Si vous faites vos courses là-bas, vous devez vendre vos enfants pour les nourrir. Donc, c'est quand même toujours un petit peu dommage. Mais ils ont décidé de faire un événement autour de la culture punk. Alors, c'est un magasin qui appartient au très punk Bernard Arnault. Hein, on le connaît, le drummer de LVMH. Alors, d'habitude, avec ce genre de magasin, il faut passer par des services de presse, il y a des chargés de com', tout un tas d'intermédiaires, mais là c'est le punk, hein. On brise les règles, on nique tout, donc je suis avec mon micro là-dedans. Alors comment ça se passe? Il est où le pogo? Comment on fait? Est-ce qu'on pète des macarons la durée qui valent un SMIC? Enfin voilà, comment ça se passe? On m'a dit tu te calmes, pose ce micro délicatement sur le sol. Et puis voilà, je suis passé par un service de presse et j'ai quand même eu la chance de pouvoir parler au téléphone avec Jennifer Cuvillier, qui est la directrice du style au Bon Marché. Il y a une directrice du style, c'est Jennifer. Alors première question, est-ce que le Bon Marché c'est punk? Le Bon Marché est complètement punk. En tout cas, on a voulu célébrer toute la philosophie et l'état d'esprit punk avec toutes sa réinterprétation, ses tendances, son attitude, son état d'esprit. Et donc, pendant au moins ces 2 mois, le Bon Marché est so punk. Ah oui, il n'est pas seulement punk, il est so punk. C'est d'ailleurs le titre de l'expo avec un programme de dingue. Alors, il y a un bar à piercing, par exemple. Il y a des photomatons où on peut prendre des photos punk. Il y a même une cabine d'enregistrement avec une guitare où on peut enregistrer une chanson. On peut vraiment chanter n'importe quoi, n'importe comment. Alors attention, parce que c'est un coup à finir dans la playlist France Inter, c'est toujours un petit peu dommage. Mais c'est ça, c'est l'esprit punk du Bon Marché. C'est vraiment tout autour de l'état d'esprit et d'un état d'esprit qui est très positif, avec l'esprit du no futur que ça pouvait être dans le passé, et on l'a vraiment travaillé de manière très yes futur, justement avec un. Donc vous avez changé le no futur en yes futur. Exactement. Ah, et ça, très très punk ça. Ah bah oui, parce que du coup ils sont punk vis-à-vis du punk. Maintenant c'est ça qui est rebelle, quoi. Le punk c'est vieux. Maintenant ce qui est rebelle, c'est d'adhérer aux jeunes avec Macron, par exemple. C'est fuguer de chez ses parents, mais pour aller à un meeting de Castaner. Ça c'est punk. Voilà, enfin c'est le punk du Bon Marché qui va encore plus loin que ça. On a travaillé aussi, bien sûr, tout un assortiment avec la grande épicerie, avec la food, tous nos services, nos restaurants aussi ont joué le jeu. On a des menus punk. Il y a de la punk food? Il y a de la punk food, exactement. Qu'est-ce que c'est alors la punk food? Alors la punk food, on a fait un bar à vin naturel. Oh les malades. Oh les malades. Ça c'est vraiment un truc de punk à chien. C'est vrai que normalement c'était les 8-6 qui buvaient les punk à chien. Mais je vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit eux aussi à du vin naturel et une petite galette de tofu qui coûte une crête. Parce que oui, il y a aussi de la bouffe, hein, bien évidemment. Des menus punk avec que ce soit des hamburgers un peu spécifiques, noirs et roses, que ce soit des desserts. C'est vraiment, en fait, tout le Bon Marché s'est mis à l'heure punk. Et avec des hamburgers noirs et roses, c'est ça le punk. Alors nous aussi à France Inter, on est punk, hein, parce que Laurence Bloch, notre directrice, avait dit « Soyez punk ». Et depuis, on le voit, l'ambiance est punk dans les couloirs, c'est n'importe quoi. Dominique Seux, il arrive le matin, il a des chaussettes dépareillées. Enfin, c'est une racaille, quoi, le gars. Ouais, et au Bon Marché, c'est pareil. On a même une partie de l'expo qui s'appelle Pink Punk. On est vraiment sur, quand je dis qu'on se prenait pas au sérieux, on est sur un côté deuxième degré, un jeu de mots. C'est simplement un jeu de mots. Pink Punk, on a trouvé ça très drôle et très fun. Mais c'est marrant. C'est drôle, si, Michel, vous qui êtes un spécialiste de l'humour autour de cette table Pink Punk. Oui, bien sûr, oui. Alors n'allez pas piquer l'expression parce qu'il y a suffisamment de vidéos copie comique sur vous, Michel. Attention. Même si vous, une petite klaxon. Même si vous le faites à klaxon africain, on va vous reconnaître. Faites attention à ça. Fini les conneries, Michel. Mais c'est vrai que Pink Punk, ça sonne bien d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est le Pink Punk? C'est la partie un peu plus girly peut-être qu'on a voulu dans ce cas-là mettre en avant. Et on a travaillé pour la première fois toute une offre par la couleur. Donc au deuxième étage, vous avez tout un endroit que Pink Punk. Donc c'est que du rose, que ce soit
de la mode, de l'accessoire. Donc c'est du punk girly. C'est du punk girly, voilà, exactement. Et donc c'est girly, donc c'est rose. Hein, ça c'est vraiment le truc punk par excellence. Hein. Bam, tu vois, je veux dire, réponds à ça, Simone de Beauvoir, espèce de sale bourgeoise. Hein. Alors attends, la question qui se pose, c'est est-ce que Jennifer, que je suis en train d'interroger, est-ce qu'elle-même est punk? Je suis forcément punk. C'est quoi votre groupe de punk préféré? Écoutez, ça va être Pink Floyd. Non, non, ça c'est un groupe de Pink, voilà. Bon, à force de faire des jeux de mots, on s'y perd, voilà. Bon ben voilà, allez voir l'expo quand même, hein, ou plutôt faites un emprunt à la banque et allez voir l'expo. Avec le bon marché, laissez tomber les clashs, sortez le cash. Merci Guillaume Meurice. On a bien fait de vous répondre. Bu du vin naturel et ça sent quand même vraiment bien le cul de la vache. On s'habitue. Michel Leb avec nous avant d'écouter Roukiata Ouedraogo. On va passer à cet autre sujet avec vous, un sujet qui vous passionne certainement. Tous autour de cette table, Michel, les auditeurs, les mondiaux d'athlétisme qui se déroulent en ce moment au Qatar, dans la principauté du Cagnard. Parce qu'il règne une chaleur étouffante sur les épreuves organisées à l'extérieur, quand à l'intérieur du stade, on fait souffler la clim. Donc il fait frais dedans, chaud dehors. En gros, les mondiaux du Qatar, c'est une omelette norvégienne. Il fait chaud. Ainsi, il n'est pas rare de constater une dilatation des pores et des épidermes de la peau qui entraîne automatiquement le phénomène désagréable de transpiration. Voici donc quelques conseils qui peuvent vous aider à lutter efficacement contre ces désagréments. Primo, choisissez plutôt une place à l'ombre. Secondo, si vous me passez l'expression, tombez la veste. Et enfin, tierceau, s'il fait vraiment trop chaud, sortez. Bonne route. Faux contact par le comédien Manu Taureau. C'était un programme court de la télévision belge dont on a adoré pendant des années, qui est fini depuis longtemps, malheureusement. Alors au Qatar, à Doha plus précisément, il fait 42 degrés dehors avec 75% d'humidité. Donc on court dans un sauna. Dedans, dans le stade, il y a 3000 bouches d'aération pour maintenir le stade à 24 degrés. On compte plus les abandons, les malaises et les pneumonies du coup. Est-ce que vous y reconnaissez un petit peu l'absurdité de l'époque, Michel Leb? Oui, parce que c'est complètement fou qu'on s'interroge pas d'abord avant de les envoyer là-bas, savoir quelles sont les conditions climatiques. On sait que c'est aujourd'hui complètement chamboulé, donc ça peut être 42 degrés, comme vous dites, à l'extérieur, et puis tout d'un coup, grâce à des climatiseurs, c'est 25 degrés dans le stade, je sais plus, et on voit des 50 km de mecs qui marchent dans des conditions épouvantables, qui tombent les uns après les autres. Je crois qu'il y a eu 7 femmes sur 24 qui ont abandonné pour le 20 km femmes. Donc ça, c'est quand même... C'est inouï, quoi. La prochaine fois, moi, je sais pas pourquoi ils le font pas en Antarctique, un truc comme ça. Ou sur la Lune. Ou peut-être mettre des lions pour courir derrière les gens. Ça donnerait bon des lions, oui, c'est une bonne idée. C'est vrai. Non, mais c'est complètement fou qu'on ne fasse pas une enquête avant, parce que là, franchement, ils peuvent pas faire. Bon, sans doute qu'ils le savaient, mais que la thune a permis. Alors justement, vous le dites très justement, c'est que après il y aura la Coupe du Monde de football. Donc là, on est prévenu. Pareil. Donc maintenant, on a compris. Il faudrait ne pas y aller. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit que feraient les supporters? Je peux pas vous dire. Ils vont y aller en hiver, apparemment. Vous, s'il y a un Federer-Nadal qui se joue au Qatar, est-ce que vous iriez? Moi, j'ai pas besoin d'aller au Qatar pour les voir jouer, parce qu'on a la chance de les voir jouer ici, à Roland-Garros souvent et ailleurs. On est loin du 42 degrés souvent à Roland-Garros. Oui. Mais franchement, c'est complètement fou, quoi. L'athlétisme, c'est un sport qui vous intéresse ou vous êtes vraiment tennis? Beaucoup, oui, je regarde souvent. Les compétitions sont magnifiques. J'aime le sport en général, donc... Je regarde aussi bien l'athlétisme que la Formule 1, le tennis, le rugby en football. Et les 50 km marche justement avec Johan Diniz qui était en cours, vous avez regardé ou pas? C'était pendant la nuit du coup. J'ai regardé un petit peu, je suis fasciné par physiquement ce que c'est. C'est absolument extraordinaire comment la manière dont comment il marche, quoi. C'est dérangeant même presque par moment. Je trouve. Il y a un déhanché, c'est sûr qu'il faut. Oui, mais c'est assez impressionnant, très impressionnant. Michel Leb, Roukiata Ouedraogo est avec nous aujourd'hui. C'est moi. Il y a de l'accessoire. Ah oui, excusez-moi, j'enlève mes lunettes. Mes lunettes. Oh bah ouais, ça va, je blague. Oh, et les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures, n'est-ce pas, Alex? Non, oui. Bon bah voilà. Alors, les blagues les plus courtes sont toujours les moins longues. Pas mal. Alors, plus sérieusement, Monsieur Leb, quand on m'a dit que vous étiez notre invité aujourd'hui, j'ai applaudi des deux mains.
Ah oui, monsieur Leb, vous êtes mon maître. Et surtout un accent. Vous m'avez tout appris sur le sujet. Je vous dois tout. Récemment encore, quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire qu'avec un peu d'effort, je finirai par arriver à votre niveau de maîtrise. Je ne désespère pas. C'est que c'est vrai. Pour tout vous dire, avant de vous connaître, je ne savais même pas que j'avais un accent. Moi, je vivais à Ouagadougou, un coin où tout le monde parle comme moi. C'est quand je suis arrivée en France que j'ai constaté, enfin, que des gens m'ont fait remarquer que je parlais bizarrement. Et très vite, des amis bien intentionnés m'ont montré la vidéo de votre sketch où vous imitez un Africain qui imite un singe qui caricature l'accent africain. Enfin, si j'ai bien compris. Et là, je me suis dit, la question de l'accent, c'est un peu grossier ici, hein? Un gros dossier. Bon, pour être honnête avec vous, nous aussi, on s'amuse à Ouagadougou. Oui, on imite l'accent européen. Alors, le modèle d'européen le plus courant chez nous, c'est le français, forcément. Alors, on parle comme ça, vous voyez, un peu du nez en roulant les airs, c'est trop drôle, quoi. En fait, on appelle ça chorbiter. On appelle ça chorbiter. Et chez nous, bizarrement, il y a des gens qui chorbitent sérieusement, même pas pour se moquer des Européens. Non, ce sont ceux qui sont venus une fois en Europe ou qui connaissent quelqu'un qui y vit. C'est une sorte de snobisme. Et les gars, vous avez vu, hein, je parle comme les Européens. En fait, la plupart du temps, on ne chorbite pas pour se moquer. Certains croient même que plus ils parlent comme des Européens et plus ils iront loin dans la vie. Hein, vous trouvez peut-être que le chorbitage, c'est ridicule, hein, et que les Européens ne parlent pas du tout comme ça. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. En général, quand on veut imiter les manières des autres qu'on ne connaît pas, on ne produit qu'une grossière caricature qui ne ressemble à rien. Tenez-vous par exemple, malgré tout votre talent, quand je vous ai entendu imiter l'accent africain, moi j'étais persuadée que vous étiez allemand. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et vous faites l'accent africain avec un fort accent allemand. Enfin, il est né en Allemagne. En fait, tel que je me représente l'accent allemand. Et c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi avoir le tournis avec ces questions d'accent. Moi, par exemple, il ne se passe pas une semaine sans que je ne reçoive un commentaire sur mon accent. Il y en a même qui vont jusqu'à me dire que je fais ma négresse de service. Il y a un monsieur qui m'a comparé à vous. Alléluia! Vous imaginez une humoriste noire qui imite un humoriste blanc qui imite un accent africain. Ah, des fois, je ne sais pas où les gens vont trouver ça. Hein. Bon, quelqu'un m'a même dit que je force mon accent parce que depuis le temps que je vis en France, je ne devrais plus avoir la moindre trace d'accent. Eh bien, je veux bien répondre à ce monsieur que je suis fière de mon accent. Il est cette petite musique qui me rappelle d'où je viens. Il est ce petit parfum du pays qui m'accompagne tout le temps. Il est la partie sonore de mon identité. Et n'en déplaise à ce monsieur, je n'ai pas envie d'y renoncer. Et puis pour faire quoi d'ailleurs, hein? Parler comme une européenne. Petit message pour toi. Le gars ou la go qui va venir faire un commentaire pour m'expliquer que l'accent européen n'existe pas. L'accent africain n'existe pas non plus. Rien que dans mon pays, il y a plus de 60 langues. Et il y en a au moins autant d'accents en Afrique qu'il y en a en Europe. Alors, mouf! C'est très très bien. Et deux choses. C'était la première, c'est que quand j'ai fait des tournées en Afrique, je travaillais au Sénégal. À la sortie du spectacle, il y a un Sénégalais qui est venu me trouver en disant « Écoutez, je suis extrêmement choqué par ce que vous faites. » J'ai dit « Oui, pourquoi ?»« Non, parce que vous ne devriez pas prendre cet accent-là. » J'ai dit « Mais pourquoi ?» Il dit « Parce que ça, ce n'est pas l'accent du Sénégal. C'est l'accent du Mali. Et vous prenez l'accent du Sénégal. Nous ne sommes pas d'accord. Parce que là, ce n'est pas le bon accent. » J'ai dit « Bon, très bien, excusez-moi. Je sais qu'effectivement, il y a une multitude d'accents en Afrique. Et malheureusement, je ne les connais pas tous. Donc, j'ai pris une sorte d'accent global, pensant que c'était quelque chose qui correspondait. L'accent sénégalais est tellement chantant. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement content de vous recevoir aujourd'hui. Voilà. Mais donc, vous savez le faire aussi, quoi. Mais oui. Est-ce qu'on peut rire de tout, Michel? Et la deuxième chose, Michel? Et la deuxième chose, c'est que, après avoir eu cette question-là, est-ce qu'on peut rire de tout? Bon, à un moment donné, effectivement, ça posait tout au début, il y a quelques années de ça, on disait, bon, je vais peut-être plus trop faire l'africain parce que ça pose effectivement peut-être quelques problèmes, donc je le fais plus. Et un jour, j'étais dans un aéroport et
quelqu'un me tape sur l'épaule, je me retourne, là je tombe sur un homme, extrêmement grand, costaud, puissant, un noir extrêmement fort, comme ça, mais super sapé, mais vraiment impressionnant. Je me retourne, je dis oui, il dit je voulais vous demander une chose, monsieur. Je dis je vous en prie. Comment se fait-il que vous ne faites plus l'accent? Je dis parce que en ce moment, c'est peut-être pas, c'est idiot, mais je reconnais, mais peut-être je vais recommencer parce que. Mais après, c'est pas l'accent africain qu'on vous reprochait, c'est la comparaison avec le singe. Alors dans nous, le sketch, ça n'a rien à voir, parce que ça c'est peut-être un geste qui a été mal compris ou mal entendu. Alors je lui dis écoutez, faudrait revoir la vidéo, c'est comme au foot. C'est possible. On va faire un ralenti. À l'époque, c'était complètement quelque chose qui nous a fait, qu'on a fait sans réfléchir, quoi. Il y avait aucune incitation à la haine raciale, c'est l'évidence même. Oui, quoi. absolument. Moi, je pense que. Mais c'est un geste. Mais je pense que le rire aussi suscité. Je suis entièrement d'accord sur le fait que j'ai pu faire du mal et je le regrette profondément qu'à ce moment-là j'ai pu choquer et faire de la peine. Aujourd'hui, je m'en veux terriblement, mais le fait de prendre l'accent africain, pour moi, n'était pas du tout une incitation ou une caricature. Vous savez, la caricature, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture. La caricature, il faudrait à ce moment-là supprimer toute forme de caricature, aussi bien chez Daumier, les dessins, ou même, rappelez-vous, tout ce qui s'est passé récemment. Moi, je pense que l'accent que vous avez fait, ce n'est pas l'accent qui choque. Moi, je pense que c'est plutôt le geste que vous avez fait. C'est vrai. Voilà, c'est le geste qui a un peu choqué. Oui, il y avait un geste comme ça, mais c'était quelque chose qui a été filmé, en plus, comme ça, clac, ça a été attrapé, bon, ça... Ouais. Mais en fait, c'est difficile de s'en départir parce qu'on doit l'expliquer encore aujourd'hui. Voilà, ça colle c'est quelque chose effectivement que je regrette d'avoir fait profondément. Mais comme ça, pour les auditeurs qui n'avaient pas encore entendu l'explication, au moins c'est fait. Michel Leb, Rouquiata Ouedraogo, merci pour cette belle chronique. Et alors vous avez tapé dans le mille parce que Michel est né à Cologne. Il parle couramment allemand et italien. Voilà, je ne me trompe pas. C'est vrai. Et Rouquiata Ouedraogo, vous jouez sur scène aussi. Vous serez le 4 octobre. J'ai quand même heureusement une mère italienne, ça compense. Oui, c'est vrai. Je le dis. Vous êtes européen. Wow, 42. On peut dire que vous avez l'accent. Pas ni l'un ni l'autre. C'est juste. On peut dire que vous avez l'accent européen, donc vous. Voilà. Allemand, italien, français. Rouquiata Ouedraogo, vous jouez le 4 octobre à Elancourt, dans les Yvelines, le 5 octobre à Coursant, c'est dans l'Aude, et le 8 à Oyonnax. Je ne sais pas si on prononce le X, parce que moi je suis belge et c'est dans l'Ain, n'est-ce pas? Et donc couramment, les questions d'accent me concernent assez souvent aussi. Alors, il nous reste assez peu de temps. Donc avant d'entamer le sketch, je voulais juste dire qu'on avait prévu un dernier sujet sur Eglal Fari, qui avait dirigé pendant 30 ans le New Morning, qui est décédé la semaine dernière, mais à quelques heures de différence avec Jacques Chirac. Donc c'est passé à l'as, comme on dit, elle est morte à 97 ans. C'était vraiment la patronne d'un des clubs de jazz les plus fameux. Il nous reste malheureusement 30 secondes, mais Michel Leb, vous la connaissiez, cette femme qui a un parcours fabuleux? Non, je la connaissais pas du tout. En revanche, évidemment, je connaissais bien le New Morning pour y avoir été souvent et dans beaucoup de clubs de jazz parisiens. Sachant que bon, le jazz, c'est une musique que j'écoute en permanence. J'écoute du jazz ou du classique, point barre. Et vraiment, le jazz, c'est une musique qui m'a accompagné depuis que j'ai 12 ans, parce que la première chose que j'ai écoutée dans ma vie, c'est Ray Charles. Et Ray Charles, ça a été m'a bercé pendant toute mon adolescence. Et puis bon, j'ai eu la chance de le rencontrer, de parler avec tous ces humains, puisque je me suis occupé du Festival de Jazz de Nice pendant plusieurs années. Donc j'ai invité tous ces musiciens que j'adorais, dont Ray Charles, dont Count Basie. C'est pour ça que j'ai pu faire un album avec l'orchestre de Count Basie. Michel Leb, et donc je vous renvoie à ce portrait, par exemple dans Le Monde, de Eglal Fari, qui a découvert le jazz en venant à Paris et qui dirigeait le New Morning. Alex ? Eh ben, on termine l'émission par un sketch, Michel Leb. On sait que vous aimez imiter. On s'est dit peut-être que ça vous amuserait d'imiter Jacques Chirac. Parce qu'on s'est dit comment ça se passe là-haut, où il va rencontrer Charles de Gaulle, que va faire Guillaume Meurice, et Mitterrand, que je vais faire moi-même. On a essayé d'imaginer comment se passe l'arrivée là-bas. Entre ici, Jacques Chirac. Calme-toi, De Gaulle. On sait bien que c'est pas de toi. Ça alors, c'est donc ici le paradis. Et il a toujours cette tête de corbeau, lui. Mais il est là, le vieux Mitterrand, hein? Ça vous étonne? Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis toujours imaginé que vous finiriez en enfer, mon vieux. Imaginez la même chose pour vous, monsieur le Premier ministre. Oh là là, il recommence celui-là. Appelle-moi Jacques maintenant. Hein? Jacques! Ah oui, mais qu'est-ce qu'elle fout, là, Bernadette? Elle est plus collante que ton Tivonne. Jacques! Ouais, c'est pas encore ton tour. Hein? Comment il va, le général? Il ne va pas mal, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Qu'est-ce qu'il raconte, le grand dadais, là? Fais pas attention, c'est le général, et il vit sur son passé. Bon, alors on s'ouvre une petite Corona et on se bouffe une bonne tête de veau. Ah bah non, ici c'est vegan. Quoi? C'est le paradis pour les animaux aussi, donc mange pas de viande. Une petite saucisse de morteau tout de même, non? Non,
Et ni même le poulet du dimanche. Hein? Pourrait manger que des pommes, monsieur le Premier ministre. C'est mesquin, ça. Jacques! Oh putain, pas moyen d'avoir 10 minutes de tranquillité avec elle. Hein, Jacques, je vous prépare une petite omelette! Non, Bernadette, laisse-moi tranquille, je discute avec mes vieux amis. Amis martyrisés, mais amis libérés. Vous m'avez manqué, c'est bien la politique à notre époque, hein, c'était bien. Hein? Quand je décidais que vous exécutiez. Mais oui, on n'en foutait pas une et on s'en mettait plein les fouilles. Hein? Je vous ai compris. Tu es pas te réfugier un peu à Londres, tu nous fatigues. Jacques! Tu es fatigué! Oh, je suis là! Va plutôt compter tes sacs à main, puis reviens. Là. Et le petit Macron, c'est un peu ta filiation, monsieur le Premier ministre. Jupiter, en 2 ans, il s'est mis tout le monde à dos. Hein. Il reste plus qu'à dissoudre l'Assemblée. Très mesquin, ça. Oh, putain, donne-moi 2 secondes, j'en reviens. Oui, on sait. 5 minutes douche comprise. Merci beaucoup, Michel Leb. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et on peut passer du moment avec vous au théâtre, bien sûr. Moment, oui, j'allais dire, c'est spécial, ça, comme... Au théâtre, c'est belge. Théâtre des nouveautés, dans une pièce qui s'intitule Compromis, de Philippe Claudel, mise en scène de Bernard Murat. Vous jouez aux côtés de Pierre Arditi et de Stéphane Pézra, du mercredi au vendredi à 21h, samedi 16h30, 21h et le dimanche à 16h. Merci. Je conseille vivement, on passe un très bon moment, le texte est très bon. Recommandé par Alex, évidemment, ce Compromis. Merci. Leur boulot. Merci les amis, à demain où nous recevrons Jean-Pierre Daroussin. Alors, on n'attend pas Jean-Pierre? Allô Nelly, c'est Camille. Oui? Dis, tu crois que tu pourrais repousser ma réunion de demain à la semaine prochaine? Oui, pourquoi? Je sais que c'est important, mais j'ai un mal de dos, là, je te raconte.